Bien, bonjour. Donc, on attaque la dernière ligne droite. Donc, c'est avec grand plaisir que nous réécoutons Dr Lionel Carlin. Comme il a fait une bonne présentation tout à l'heure, donc on va lui permettre de faire une deuxième. Merci beaucoup. Je pense qu'elle a été présentée tout à l'heure. On n'a pas à revenir. Dr Carlin va nous parler du Carticel. Bien, merci. Bon, j'espère que vous n'en avez pas trop assez de m'entendre. Bon, c'est la dernière, donc de toute façon, là, je peux faire une mauvaise présentation, puisque derrière, de toute façon, j'ai fini. Non, alors, là, on va parler de médicaments encore plus chers, du coup, les Carticel. Mais c'est aussi quelque chose, d'enthousiasmant. Voilà, l'idée c'était un peu comme pour les bispécifiques de rappeler le mécanisme d'action et puis de rapporter un petit peu notre expérience. C'est aussi le but, de l'expérience déjà, le vécu en pratique de ce type de traitement et puis comment on va pouvoir les envisager dans le futur. Donc voilà, je vous rappelle la structure d'un Carticel, donc CAR pour Chimeric Antigen Receptor, donc une cellule T avec un récepteur d'antigène chimérique. Pourquoi chimérique? Parce que vous voyez que c'est un assemblage finalement d'une sorte de récepteur B à l'antigène avec une chaîne d'immunoglobuline. Là, je n'ai pas de pointeur, mais c'est pas grave. Voilà, une chaîne d'immunoglobuline dans la portion extracellulaire qui va être reliée à les composants du récepteur T à l'antigène avec un domaine transmembranaire. Donc dans les CAR de première génération, on avait juste le domaine de signalisation reposant sur la base du CD3 zeta, donc le domaine d'activation du TCR. Et ensuite, dans les CAR de seconde génération, on y a associé un domaine de co-stimulation, soit le CD28, soit le 4.1BB, ou les deux dans les CAR troisième génération. Et puis vous verrez que maintenant, on verra qu'on commence à avoir des CAR de quatrième génération. Mais voilà cette structure, avec un domaine de reconnaissance porté par la chaîne, une portion variable d'une chaîne d'immunoglobuline, dont on va choisir finalement la spécificité au niveau de la cible sur la cellule tumorale. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est que c'est un mécanisme de reconnaissance qui va être indépendant de toute cellule présentatrice de l'antigène et donc du complexe majeur d'histocompatibilité. Voilà la structure du CAR-T. Et donc en pratique, on a déjà commencé à aborder ce qui fait la particularité finalement de ce traitement, c'est-à-dire toute cette organisation et ce délai pour la mise en œuvre et l'aboutissement finalement du processus. Et c'est ça finalement qui joue aussi dans les indications, puisque vous voyez que c'est un processus multi-étapes, où la première étape va être de recueillir les lymphocytes, donc par aphérèse, ça c'est quelque chose de tout à fait classique, comme pour le recueil des autogreffes, sauf que là, évidemment, il n'y a pas besoin de stimulation. On recueille donc le sang au total et on va aller trier au niveau de l'aphérèse les lymphocytes. En général, il suffit d'une seule séance de 2-3 heures. Donc là, le patient rentre la veille et puis le lendemain. Alors, les aphérésistes aiment bien que, comme pour l'auto d'ailleurs, il y a un taux suffisant d'hémoglobine, au moins 10, pour bien séparer les couches. Et puis donc le lendemain, il a cette séance et puis il peut repartir derrière. Et donc là, on recueille le produit d'aphérèse qui va ensuite être adressé donc dans un laboratoire. Donc c'est une construction ex vivo.
pour ce processus qu'on appelle je ne sais pas comment dire en français, la manufacturation, le manufacturing. Donc il va durer un petit peu de temps, 4, 6, voire 8 semaines, en fonction aussi de la disponibilité des vecteurs. C'est ça aussi qui rend les choses un petit peu difficiles. Donc avec une première étape d'activation, après le tri, d'activation des lymphocytes qui vont être transduits par un vecteur lentiviral, donc transduction de ce gène qui va permettre l'expression de ce récepteur à la surface des lymphocytes, et puis cette expansion de ces lymphocytes pour avoir un produit cellulaire avec suffisamment de cellules de cellules autologues transduites qui vont ensuite aller faire le travail. Donc là, c'est ensuite l'étape de la réinfusion, c'est le retour des cellules et la réinfusion qui se fait 2 à 3 jours après, comme pour les lymphomes, une chimiothérapie de lymphodéplétion qui repose sur 3 jours de fludarabine et cyclophosphamide à relativement petite dose pour faire la place finalement, c'est lymphodépléter le sang des lymphocytes pour aller faire la place et pour pour que puissent s'expandre les lymphocytes autologues réinfusés. Donc là, c'est sur une hospitalisation de 3 semaines. Ça nous est demandé par les agences régionales sanitaires, donc de garder le patient 3 semaines, et notamment 2 semaines après la réinfusion. Donc en pratique, le patient rentre, il reçoit ces 3 jours de lymphodéplétion. Alors certains centres d'ailleurs commencent ça à le faire en hôpital de jour ou 2 semaines ou en ambulatoire. Ensuite, la réinfusion du CAR-T, et là, donc, il y a 2 semaines de surveillance où finalement, pour le myélome, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu moins sportif que pour les lymphomes. Puisque, pour parler déjà, la toxicité attendue finalement, puisqu'on comprend avec l'effet, le mécanisme de fonctionnement des CAR-T-cells, c'est cette réaction inflammatoire et ce syndrome de relargage des cytokines qui survient d'ailleurs un petit peu dans un délai un peu différent entre certains CAR-T-cells. Je vous montrerai ça. Alors, je vous ai mis les résultats des 2 CAR-T-cells les plus avancés dans les myélomes, qui ont eu d'ailleurs, en tout cas pour celui-là, une approbation. Donc le premier qu'on a pu utiliser, donc c'est un CAR-T qui est développé par Celgene BMS, c'est l'idecaptagène viclocell, donc en raccourci ça fait idCell. Vous voyez, j'ai mis la structure du CAR-T, c'est un peu comme ce que je vous ai montré, avec la chaîne d'immunoglobulines extracellulaire qui reconnaît le BCMA, là on est sur les CAR-T anti-BCMA, et un domaine transmembranaire, le domaine de co-stimulation par 4-1BB, puis d'activation. Et l'étude pivotale était l'essai KarMMa-2. Donc là, c'est un peu comme pour les bispécifiques. Je crois que ce qui est important de montrer sur cette diapositive, c'est le profil des patients, avec là encore des patients qui étaient très avancés, beaucoup traités, avec 5 lignes en médiane. Donc c'est des patients qui avaient reçu également les anti-CD38, les inhibiteurs de protéasome, les immunomodulateurs, qui étaient pour la plupart réfractaires à l'ensemble de ces thérapeutiques, donc une population très avancée. Et là aussi, c'est très intéressant de voir ces taux de réponse, alors qui dépendent, comme vous le voyez ici, du nombre de cellules réinjectées. Vous voyez quand même que l'efficacité dépend de ça. Et quand on regarde la cohorte ici la plus efficace, à 450 millions de CAR-T réinfusés dans le produit cellulaire, avec le taux de réponse, là, il est encore un peu plus important que celui des bispécifiques, qui montre bien l'efficacité quand même inédite à ce stade de ce traitement, avec également des très bonnes réponses obtenues, puisque vous voyez qu'il y a un certain nombre de patients qui obtiennent une réponse complète et une très bonne réponse partielle. Vous voyez qu'on doit être à peu près à 50-60%, vraiment de très bonnes réponses qui s'approchent finalement de réponse complète, avec là aussi chez ces patients l'obtention de maladies résiduelles indétectables. Et alors,
quand on regarde les courbes de survie, ben, on n'a pas de plateau, on n'a pas de guérison. Là, on sort un petit peu du contexte du lymphome B diffus à grande cellule, où manifestement là, un certain pourcentage de patients sont guéris ou en tout cas restent en rémission prolongée. Là, c'est pas le cas, mais vous voyez que déjà, on a des profils d'efficacité qui dépendent de l'obtention ou non d'une bonne réponse. Alors vous avez, si on prend l'ensemble de la cohorte, où il y avait à peu près 120 patients, 128 patients exactement. Pour ceux, donc la survie sans progression médiane est de l'ordre de 11 mois, mais quand on regarde les patients qui sont en réponse complète ou réponse complète stringente, ceux qui répondent bien, vous voyez que la survie sans progression, là, elle commence à être intéressante. On a des patients qui finalement restent 1 an et demi en rémission. On fait quand même mieux que probablement le daratumumab monothérapie ou qu'à l'époque le pomalidomide. C'était quand même, on était plus sur des survies sans progression de 5-6 mois. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'était la première fois qu'on vivait ça en fait dans le myélome, c'est que vous avez un temps de rémission sans traitement chez des patients qui ont reçu comme ça 4, 5, 6 lignes thérapeutiques, où évidemment on continue toujours les traitements chez ces patients-là. C'était la première fois que des patients n'étaient plus traités et pouvaient profiter d'une survie sans traitement. Et c'est vrai qu'on a pu voir ces patients qui souvent vont bien derrière les CAR-T, qui pour certains, je vous ai mis un exemple de vie réelle, là, un cas clinique derrière, mais qui reprenaient leurs activités, pour certains leur travail. Et ça forcément, ça nous a beaucoup marqué aussi, nous. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la spécificité de ce traitement et qu'il est important de retenir. Quand on regarde la survie globale, bon, alors elle est pour des patients très avancés, hein, elle est pas, on voit qu'elle est quand même pas inintéressante, hein, on arrive à 24 mois, donc est-ce que, alors ça on sait pas bien encore, mais est-ce que derrière, peut-être qu'on aura des rechutes un peu moins agressives, est-ce qu'on va retrouver une sensibilité peut-être à certaines drogues derrière le CAR-T, ça c'est pas complètement exclu, mais c'est pour l'instant pas bien connu. Sur le profil de toxicité, donc on en a déjà un petit peu parlé, donc moins sportif que pour le lymphome B diffus à grande cellule, ou parfois le CRS, c'est souvent pendant la nuit, pendant la garde, là, ou 4-5 jours après la réinfusion, il commence à chauffer bien, à commencer à devenir un peu incohérent, la main qui tremble, l'écriture qui se perturbe, l'icance qui arrive, les événements neurologiques. Non, dans le myélome, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus calme. Pour ce qui concerne ce CAR-T, donc l'IDCEL, que nous, qu'en France, comme je disais tout à l'heure, on a pu commencer à utiliser depuis maintenant un peu 2 ans, alors de manière encore un peu confidentielle, puisque c'est une dizaine de centres et un patient par mois, mais on commence finalement à avoir ce retour d'expérience. Donc souvent, les patients chauffent le soir même, en fait, ou le lendemain. Il y a une phase d'expansion des lymphocytes qui se fait dès les heures suivant la réinfusion. Mais c'est comme pour les BISP, c'est souvent, on le classe en grade 1, grade 2, c'est-à-dire que c'est de la fièvre, mais il y a rarement besoin d'un support tensionnel, il y a rarement besoin d'oxygène, il y a rarement d'atteinte multisystémique d'organes finalement. Donc quand ça dure un peu, en fait, on essaie de couper cette réaction inflammatoire en donnant du tocilizumab, parfois c'est 1 dose, 2 doses. Les événements neurologiques, bon alors là on a eu un événement neurologique chez une patiente dernièrement, mais c'est quand même assez rare. Donc ces icons, comme on dit, qui revêtent d'ailleurs un tableau très peu spécifique. Hein. Ça commence, c'est des tremblements, c'est parfois des perturbations un petit peu de la parole, un petit peu de confusion, des troubles un peu de la coordination des mouvements, mais la plupart du temps, quand ça survient, en tout cas, c'est réversible. Et souvent, quand ça survient souvent de manière contemporaine du CRS. Et à ce moment-là, on ajoute au tocilizumab de la dexaméthasone toutes les 4 à 6 heures, 10 à 20 mg tous les 4 à 6 heures, ce qui permet souvent de couper à la fois le CRS et également de résoudre ces événements neurologiques. Voilà, ça c'est vraiment la principale toxicité à la phase aiguë. Et puis on a des cytopénies, alors là qui sont un peu plus importantes que dans les BISP, parce qu'il y a probablement aussi le rôle de la lymphodéplétion qu'on fait quelques jours avant. Donc souvent vers le J8, le J10,
Parfois au moment du CRS, mais il se retrouve dans une aplasie, alors qui n'est pas forcément une aplasie aussi. On dit souvent aux patients, c'est quand même moins pénible qu'une autogreffe. Hein. Il n'y a pas la mucite, il n'y a pas la toxicité digestive du melphalan, les diarrhées. Donc il y a cette fièvre, cette aplasie pour laquelle on ne sait jamais si c'est, on peut jamais complètement savoir est-ce que c'est le CRS, est-ce que c'est une infection. Donc souvent dès qu'il chauffe, on met une antibiothérapie à large spectre en même temps. Mais le problème est finalement, enfin, dans ce qu'on a pu en avoir, est peu sur les problèmes septiques. Hein. On n'a pas eu, et on a l'impression dans le lymphome c'est un peu pareil finalement. On est vraiment plus sur de la fièvre liée au CRS plus que de l'infection. Voilà. Donc je disais, on a pu avoir cet accès précoce, alors qui lui a été prolongé. Hein, on parlait un petit peu des difficultés qu'on a nous pour l'obtention du remboursement des médicaments. N'ayant pas l'étude Princeps que je vous ai montré là, pivotale, n'étant pas une phase 3, le dossier a été retoqué, comme on dit, par la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé, donc il y a une doctrine très ferme qui dit que tant qu'on n'a pas d'études randomisées, on ne peut pas démontrer qu'un traitement est supérieur à un autre. Effectivement, hein, sur le plan strict, enfin théorique, ça s'entend, sauf que, alors bon, là on n'est pas sur des survies sans progression non plus hyper longues. On montrera avec le Cilta-Cel, on peut là plus volontiers engager le débat. Mais bon, quoi qu'il en soit, là pour le coup, il y a eu des négociations pour prolonger l'accès précoce, donc on peut continuer à faire ce médicament à peu près au même rythme, hein, un à deux par mois pour les centres. Vient d'être publié là l'essai Karma 3 qui lui est une étude randomisée, donc qui montre un avantage au CAR-T-cell, alors qui n'est pas on n'est pas effectivement hyper spectaculaire par rapport à Karma 2, mais je trouve ce qui est intéressant quand même, c'est de voir le bras comparateur alors il y avait plusieurs chimiothérapies proposées, hein, c'était au choix de l'investigateur, mais c'était quand même des traitements des traitements approuvés, quoi. C'était darapomalidomide dexa, daravelcade, enfin quand même souvent des associations triples, et on voit que vraiment avec ce traitement, ces régimes standards, on ne va pas très loin, puisque vous voyez que la survie sans progression, elle est à peine à 6 mois. Hein. On voit que chez ces patients-là, quand même, on apporte manifestement quelque chose de nouveau et des rémissions plus prolongées avec ce type de traitement, et surtout des rémissions sans traitement. Et donc là, on arrive sur le deuxième CAR-T, le plus avancé, qui lui est développé par le laboratoire Janssen. Alors lui, c'est le ciltacabtagène autoleucel, donc le petit nom c'est Cilta-Cel, plus facile à retenir comme ça. Alors il est un petit peu différent de l'IDCEL, en ce sens qu'il a 2 domaines de fixation sur le BCMA, et la petite particularité, alors c'est des anticorps de LAMA. Voilà, donc le LAMA n'a pas de chaîne légère sur ses anticorps, il a que des chaînes lourdes, ce qui fait un peu la caractéristique. Donc voilà les 2 domaines de fixation qui expliquent peut-être une meilleure affinité du CAR-T pour sa cible, hein, c'est aussi l'anti-BCMA, et qui pourrait expliquer les meilleurs résultats manifestes, même si évidemment il n'y a pas de comparaison direct, mais les meilleurs résultats manifestes qu'on a avec ce CAR-T-cell. Les caractéristiques des patients, c'est exactement les mêmes que pour l'étude précédente, donc je ne m'étends pas dessus. Les événements indésirables, ce sont les mêmes. C'est aussi le syndrome de relargage de cytokine qui, de manière un peu différente que l'IDCEL, survient un petit peu plus tardivement, vers le 5e, 7e jour, correspondant à la période d'expansion des lymphocytes, qui est un petit peu plus retardée. Mais en gros, c'est à peu près le même type de toxicité, peut-être un petit peu plus marqué, et peut-être lié aussi à l'efficacité plus importante, notamment dans des maladies qui seraient un peu plus tumorales au moment de la réinfusion du CAR-T. La neurotoxicité, simplement, elle n'est pas non plus très fréquente, mais simplement il y a eu un petit signal de neurotoxicité, non pas d'ICANS immédiat, comme on pouvait observer déjà, mais un peu plus tardive, avec dans le début de cette étude, qui s'appelait l'étude CARTitude sur ce CAR-T, des syndromes extrapyramidaux, parkinsoniens, qui sont survenus un peu plus à distance, parfois graves, hein, pas tout le temps réversibles. Donc ça, c'était un petit peu une alerte, peut-être expliqué. Il y a eu quelques papiers là-dessus sur l'expression du BCMA au niveau des noyaux gris centraux, là, au niveau de la voie dopaminergique parkinsonienne.
Visiblement, alors ensuite, donc il y a eu des mesures pour essayer de limiter le CRS, parce que peut-être que c'était lié à des fortes masses tumorales et des CRS, donc le laboratoire promoteur là a insisté pour que les patients n'arrivent pas avec une maladie trop progressive, de vite agir, hein, d'être très proactif sur le CRS et la survenue d'événements neurologiques, et ce type d'essai ne s'est pas reproduit, en tout cas à grande échelle derrière. Voilà, le taux de réponse, alors là on arrive vraiment sur des choses qui sont carrément inédites et vraiment très impressionnantes, hein. Quand on a vu ça quand même, alors ça a été communiqué plusieurs fois avec des mises à jour successives, mais vraiment voir un taux de réponse qui est quasiment de 100% chez ces patients très avancés, c'était vraiment quelque chose qu'on avait jusqu'alors jamais vu. Et quand on voit là la qualité des réponses, ça allait encore plus, puisqu'on a quasiment, je crois, plus de 80% des patients, enfin quasiment tous les patients sont au moins en réponse complète, dite stringente, c'est-à-dire qu'on voit vraiment plus rien. Et quand on regarde la MRD dans la moelle, alors avec toutes les difficultés d'interprétation, parfois faites peut-être sur une moelle pauvre, mais en tout cas, on a chez la plupart des patients des MRD à des seuils de sensibilité qui sont importants, hein, 10-5 notamment, qui sont vraiment très très importants. Donc là, on a une efficacité manifeste, et quand on voit les courbes de survie, même si on ne peut pas comparer directement, mais on a l'impression qu'on a une survie qui est bien plus prolongée, hein, qu'avec l'IDCEL. Et vous voyez que chez les patients qui répondent très bien, ce qui est finalement le cas de la plupart, avec un recul médian qui commence à être conséquent, on voit que les patients en médiane n'ont pas chuté. Donc on va arriver là probablement à des survies sans progression de 3-4 ans, hein. Regardez, ça c'était la dernière actualisation du dernier ASCO l'an dernier. Quand on regarde les courbes violettes, les courbes vertes, là ça doit être les RC stringentes, les RC ou les MRD négatives, mais c'est beaucoup de patients où on voit qu'on va avoir des rémissions très prolongées. Alors peut-être certes chez des patients en ligne avancée qui n'avaient pas de rechute peut-être trop agressive, mais ça c'est quand même quelque chose vraiment qu'on n'a jamais vu. On revenait un petit peu au problème d'accès de ces médicaments. Donc il y avait pu avoir un début d'accès précoce pour ce Cilta-cel, alors sur un nombre encore plus réduit de centres, hein, c'était 5 centres, mais c'était aussi l'occasion de se faire son expérience, hein, parce que on avait participé un peu aux essais, mais je crois que c'est important de pouvoir expérimenter après en virel les médicaments qu'on peut avoir dans les essais. Et donc cette étude n'étant pas une étude de phase 3, hein, comme pour l'IDCEL, la Haute Autorité de Santé, en tout cas ce qu'on appelle la commission de transparence, qui est une commission indépendante, la Haute Autorité de Santé, où il y a des médecins et des statisticiens, n'a pas considéré qu'il y avait une amélioration du service médical rendu par rapport aux autres médicaments, sous prétexte sur l'explication la raison qu'il n'y avait pas de phase 3. Donc là, c'est vrai que la communauté hématologique est montée au créneau un petit peu avec les patients. Bon, voilà, c'est des choses qui pour nous sont quand même difficilement entendables, surtout nous qui avons vu ces patients qui avons vu ces patients être contents de leur traitement, et surtout être contents de ne plus être sous traitement, et entendre qu'on ne peut pas dire qu'un traitement comme ça est plus efficace que le sélinexor par exemple, ou d'autres médicaments dont la toxicité n'est pas négligeable. Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile à avaler. Voilà, bon, c'est comme ça. Alors là, on commence à avoir, il y a eu une communication de Janssen pour l'étude CARTITUDE-4, qui est une étude randomisée, hein, disant que, alors ça, je crois que ça va être bientôt présenté, mais que les résultats étaient positifs. Donc on aura la chance d'avoir cet accès, mais ça va être beaucoup plus prolongé, hein. C'est-à-dire que là, finalement, il y a un temps, après le temps que ça passe devant les commissions successives et d'obtenir le remboursement, il y a un temps finalement où on perd un peu la possibilité de pouvoir traiter ces patients. Alors évidemment, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi des problèmes de coûts qui ne sont pas forcément, peut-être pas forcément dit, mais qui sont probablement là aussi, puisque le coût d'un CAR-T, c'est plus de 300 000 €, mais le coût d'un bispécifique sur un an et demi, c'est cher aussi. Bon, voilà, c'est tout un sujet assez compliqué, mais la crainte aussi, c'était que ce genre de choses se répète pour nombreux autres médicaments d'innovation, et que finalement l'innovation soit aussi coupée à cause
à cause de tout ça. Voilà, mais bon, c'est pas le propos en tout cas essentiel du jour. L'idée c'est quand même de vous montrer tous ces nouveaux médicaments qui sont quand même je pense des outils extraordinaires. Et vous posiez la question tout à l'heure des profils patients entre soit CAR-T soit bispécifique, puisque finalement pour nous on a la chance encore de pouvoir proposer les deux, même si dans la sélection forcément il y a l'accès qui joue une grande part. Mais si on enlève ces problèmes d'accès, il y a aussi d'autres considérations. C'est vrai que dans les CAR-T, il faut pouvoir tenir la maladie, et notamment pendant cette phase de fabrication où on essaye de faire du bridge. Alors c'est pas toujours évident parce que parfois les patients ont un peu épuisé tout. Après, on ne sait pas trop encore ce que donne un CAR-T sur une maladie progressive, par exemple. Vous voyez, on essaie quand même de tenir le maladie, donc il y a un peu une sélection, alors même pas trop parler de sélection de patients comme ça, mais qui se fait aussi sur ces profils des maladies. C'est vrai que les maladies explosives, peut-être les hauts risques, les maladies extramidulaires, ça je vous montrerai, il y a une diapo juste après, manifestement répondent quand même moins bien à ces nouvelles thérapeutiques. On n'a pas forcément encore tout gagné dans celle-là. Voilà. Évidemment, les anticorps bispécifiques, là actuellement, en France, ont une disponibilité immédiate, c'est-à-dire alors il faut juste faire une demande sur une plateforme internet, mais après on les a très vite, et surtout ça peut être fait dans tous autres d'hématologie. Mais bon, c'est vrai qu'avec les CAR-T, on n'a pas ce problème, on a moins ce problème infectieux, puisque la période post-CAR-T en général est assez calme, en fait, se passe assez bien. Alors certains patients gardent une hypogammaglobulinémie quelques temps, on en a supplémenté quelques-uns, mais c'est pas du tout. Moi, j'ai pas d'expérience d'infection opportuniste comme on a pu voir dans les bispécifiques, qui eux sont un traitement au long cours. Donc là, il n'y a pas d'arrêt sans traitement. Voilà, ça c'est un retour d'expérience, je vous l'ai mis, je le mets souvent ce cas, parce que ça a été notre premier CAR-T myélome sur Lyon, donc c'est pour ça on l'a quand même gardé en mémoire. C'est un patient qui venait d'une autre ville, de Clermont-Ferrand, donc à 2 heures de Lyon. Ça c'est aussi quelque chose qui a été pour nous important. Pour moi c'est vrai une satisfaction personnelle, c'est-à-dire qu'on a pu proposer ce patient aussi, proposer ce traitement à des patients qui étaient dans d'autres centres, qui n'avaient pas accès au CAR-T-cell. Donc ça a un peu resserré la collaboration aussi avec d'autres centres de la région. Et surtout, vu que c'est un traitement où les gens viennent un nombre limité de fois, c'est intéressant à proposer à quelqu'un qui serait un petit peu loin, à l'inverse d'un bispécifique. Et donc ce patient-là avait 54 ans, un myélome qui avait quand même vu passer pas mal de lignes thérapeutiques. Vous voyez qu'il avait eu un petit peu toutes les familles de médicaments qu'on pouvait utiliser là, qui étaient réfractaires à la dernière ligne, et qui arrivait au moment de l'aphérèse avec cette radiographie-là, donc un épanchement manifestement tumoral, bourré de plasmocytes. Alors c'est vrai que c'était la veille de l'aphérèse, moi j'ai un peu hésité, c'était le premier, parce que l'idée c'était pas de perdre le slot, quoi. On avait la place d'aphérèse, imaginez on la perdait, derrière on risquait un peu de se décrédibiliser, et puis on gâchait une place, c'était compliqué. Bon, on l'a ponctionné avec notre interne le soir, et puis finalement il y allait. On a eu la chance, il a pu répondre à un bridge en reprenant un anti-CD38 avec le pomalidomide. Et puis il est arrivé quand même au moment du CAR-T, alors sans l'épanchement pleural qui s'était tari, mais avec un plasmocytome pectoral là quand même assez marqué. Et je me souviens, alors donc il a reçu son CAR-T, et puis le soir même il a fait un peu de fièvre, et puis il a ressenti un peu comme un effet flair aussi. Alors on voit ça de temps en temps avec les bispécifiques chez les gens qui ont comme ça des maladies osseuses ou extramidulaires. Est-ce que c'est un effet flair? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien, mais il a dit j'ai senti que cette nuit ça avait travaillé là-dedans, et puis avant que ça diminue de nouveau, il a eu un petit peu de tocilizumab, ça s'est pas mal passé, et c'est intéressant de voir. Alors lui il n'a pas répondu d'un coup quand avec les bispé, on voit ça de temps en temps avec les CAR-T, il a progressivement diminuer son pic pour arriver finalement à une maladie résiduelle indétectable. On la regarde un peu là dans le cadre d'études ancillaires chez ces patients-là. Donc il était vraiment en très bonne réponse, et vous voyez, il avait même récupéré un peu ses gamma-globulines polyclonales, contrairement au bispé.
retrouvé. Et puis le PET scanner qui avait été fait avant-après, qui montrait ce plasmocytome pectoral, il y en avait même un peu derrière, c'est finalement négativé. Vous voyez qu'on voyait toujours la masse, mais qui n'était plus fixante à 6 mois. Donc à 1 an, il était finalement MRD. Il est resté. Ouais, je vous mets ça parce que il m'avait envoyé il était sympa. Il m'avait envoyé un mail pendant les vacances 1 an après, en disant, c'est vraiment je crois que c'est important et c'est ça qui a été pour nous un peu difficile quand on a vu les décisions de la Haute Autorité de Santé. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou. Je continue, il était assez sportif. Je continue à retrouver mes forces et l'énergie. Je poursuis ma remise en forme à l'hôpital et à la maison. J'ai pu recommencer à courir. Bon, je me suis un peu fait mal au mollet, mais j'espère pouvoir recommencer. Je suis toujours en télétravail. Cela dure depuis plus de 2 ans, mais ça va, je tiens le coup. Je n'ai jamais été aussi près de reprendre en présentiel. Pour moi c'était la première fois que je voyais ça, un patient avec 5-6 lignes de myélome qui comme ça peut reprendre son travail. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Donc il a été en rémission 1 an et demi, c'est ce qu'on voit chez ces patients. Alors malheureusement, il a rechuté à 1 an et demi, il est retraité maintenant. Je vais essayer d'avoir des nouvelles. Mais voilà, pour nous, ce retour d'expérience qui est quand même important et vraiment nouveau. Voilà. Bon, pour quand même retomber un petit peu dans la réalité, donc on parlait des maladies extramédulaires. Ouais, ça c'est une étude qui vient de sortir, qui reprend un petit peu tous les CAR-T qui ont pu être faits dans les essais, les accès précoces, qui montrent quand même que les maladies de plus mauvais pronostic, alors je crois qu'il y avait les RISS de haut grade, il y avait les maladies extramédulaires, je crois les cytogénétiques de mauvais risque 4-14, 14-16, DL17P, ils font quand même moins bien que les autres. Donc c'est toute la question qui se pose pour nous en tout cas, étant donné qu'on a un accès limité. Est-ce qu'il faut proposer ces CAR-T à ces maladies à haut risque qui vont peut-être faire moins bien et au risque de prendre une place pour un autre patient qui pourrait répondre un petit peu plus longtemps? On est un petit peu aussi dans ces problématiques-là. Voilà, donc on n'a pas tout résolu avec les CAR-T, probablement. Alors pourquoi les maladies rechutent? Probablement pour une part au moins parce que les CAR-T ne vivent pas indéfiniment dans l'organisme. On sait que 6 mois, 9 mois après, souvent on les retrouve, en tout cas on les détecte plus. Donc il y a possiblement ça aussi qui joue dans les choses. Alors je vous remettrai un peu les possibilités là, de détourner, de surpasser les mécanismes de résistance. Mais voilà, je vous montre quand même finalement, là encore, les choses vont très vite. Ce qui va bientôt se faire, cet essai européen qui engage le cilta-cel en première ligne sur un essai qui est simple. C'est le schéma de première ligne des sujets éligibles à la greffe avec la quadruplette qu'on peut faire avec le DARA-VRD, l'autogreffe et puis la consolidation et la maintenance. Et le bras expérimental remplace l'autogreffe par le CAR-T-cell. Voilà, donc vraiment là, les choses vont assez vite, en tout cas en termes de recherche clinique. Et on commence déjà à avoir des publications de CAR-T avec d'autres cibles et la cible dont on a parlé tout à l'heure, la GPRC5D, avec là aussi des résultats qui sont, alors avec peu de recul encore, mais qui sur le taux de réponse sont également assez spectaculaires et manifestement sans trop de toxicité. Il n'y a pas l'air d'avoir cette toxicité cutanéo-muqueuse qu'on observait avec le bispécifique anti-GPRC5D. Voilà. Et puis les mécanismes de résistance, parce qu'il va y en avoir, donc là aussi important de les comprendre. Donc on revient un petit peu, forcément sur ce dont on a parlé, la perte du BCMA, où là il faut trouver d'autres cibles, peut-être le développement d'anticorps anti-CAR-T qui pourrait justifier le rationnel d'utiliser des CAR-T humanisés, ça a commencé déjà à être fait. Et puis là encore, probablement des mécaniques qui dépendent des cellules. Donc là encore, peut-être des cellules moins robustes chez les patients qui répondraient au moins bien, d'où l'intérêt, là encore, d'avancer dans les lignes thérapeutiques et d'essayer, alors ce qu'on ne peut pas faire avec les BISP, de moduler, de jouer sur les différentes étapes du CAR-T, sur la construction, en faisant des CAR-T plus affins, en améliorant parfois certains domaines de transmembranaire pour augmenter l'affinité, en jouant aussi sur le produit cellulaire, en essayant d'avoir plutôt des CAR-T de phénotype mémoire qui restent longtemps dans l'organisme,
Donc voilà toutes les pistes. Donc ça que je trouve qui est intéressant dans ce médicament, c'est que c'est pas un médicament qui est comme ça fixé, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut faire évoluer, qu'on va pouvoir améliorer. Et puis on revient finalement, on refait le lien avec ce qu'on a entendu ce matin, tout ce rôle du micro-environnement suppressif, avec là encore les lymphocytes régulateurs qui pourraient venir un petit peu perturber l'action du CAR-T, les cellules myéloïdes suppressives aussi, alors qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qui manifestement semblent jouer un rôle, les macrophages associés aux tumeurs. Et donc là, il commence à y avoir des conceptions et puis des essais de CAR-T 4e génération. Alors il y a les CAR-T, les dual CAR-T, comme on dit, qui ont 2 cibles. Alors, parfois des CAR-T sur la cellule tumorale et par exemple sur les macrophages ou les fibroblastes pour aller les inhiber. Il y a les CAR-T dits armés avec par exemple des CAR-T qui seraient capables de produire de l'IL-12, donc cette interleukine qui va aller réactiver le micro-environnement. Voilà, des CAR-T capables de résister au TGF-bêta qui lui est immunosuppressif aussi. Voilà, beaucoup de choses encore qui sont designées, qui sont pensées pour essayer de détourner ces mécanismes de résistance. Voilà, je crois que j'en ai fini également. Je ne suis pas trop en retard. On a le temps si vous avez encore quelques questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'était bien. Aussi bien je peux rester alors? Oui, vous pouvez rester. Si, Mamel. Merci beaucoup de cette belle présentation. J'aurai beaucoup de mal à reprendre après vous, parce que je vais parler après vous. Donc, j'aurai beaucoup de mal à garder les gens éveillés comme vous l'avez fait. Alors, j'ai des questions pratiques par rapport à comment ça se déroule. Là, vous achetez le vecteur et vous techniquez les cellules dans vos laboratoires, la culture, ou bien tout est externalisé? Non, ça c'est externalisé. Hein. C'est le laboratoire, c'est la compagnie pharmaceutique qui s'occupe, en fait, qui récupère le produit d'aphérèse. Nous, en fait, ce qu'on fait à l'hôpital, c'est juste l'aphérèse. Alors parfois congelé ou alors envoyé directement à l'état frais le produit d'aphérèse. Et après, donc tout ce qui est la phase de fabrication, là, est indépendante. Et là, prise en charge en tout cas par la compagnie. D'ailleurs, je crois que ça engage énormément de personnes, visiblement. Il y a toute une chaîne de production avec beaucoup de personnes, ce qui peut-être aussi explique le coût très important. Et nous, après, on reprend les choses alors par les collègues pharmaciens qui récupèrent le produit d'aphérèse, vont le décongeler, il me semble que ça arrive congelé, et en étant sûr que donc c'est eux en fait qui nous donnent le top pour la chimiothérapie de lymphodéplétion. Voilà. Donc une fois que le produit est revenu, on peut faire la chimiothérapie de lymphodéplétion et ensuite réinfuser. Donc là, on reprend la main avec le produit cellulaire. Mais toute cette phase de fabrication là ne nous incombe pas. D'accord. Les malades, ils sont hospitalisés en secteur protégé ou bien en secteur normal? Non, alors non, même le secteur protégé. Alors c'est vrai qu'il y a une aplasie de quelques jours. Moi, j'exclus pas qu'un jour on puisse faire des CAR-T peut-être en ambulatoire, hein, ou on puisse faire. Alors bon, on verra, c'est peut-être un peu, mais. Bon, c'est vrai que c'est une hospitalisation où les gens vont pas mal, ou à part la fièvre, la plupart du temps, à part la fièvre, quelques jours, il ne se passe pas énormément de choses. Donc, non, pas d'atmosphère protégée. On n'est vraiment pas sur la toxicité au long cours d'épispécifiques avec ces infections opportunistes. Ouais. J'ai juste pas dit, pardon, le libellé de l'accès précoce. Hein, c'est les patients, c'est comme pour les bispés, c'est les patients qui ont eu au moins 3 lignes thérapeutiques comportant immunomodulateurs, inhibiteurs du proteasome, anti-CD38 et réfractaires à la dernière ligne. Voilà, donc c'est encore des gens très avancés là. Merci. Juste des petites questions par rapport à la composition du mix que vous recevez, le mix lymphocytaire.
la quantité de cellules, le profil du mix, c'est ce que ça a une importance? Comment vous gérez ça? Ouais, probablement ça a une importance, mais en fait on n'a pas les données, en fait, on n'a pas accès aux données. Donc il y a des discussions qui s'engagent avec les laboratoires pour pouvoir essayer de corréler ces données à l'efficacité. C'est d'autant plus important qu'en France on a mis en place un registre, en fait, qui s'appelle le registre Descartes, qui est aussi fait pour les lymphomes, les LAL, en fait toutes les maladies où on peut faire à ce jour des CAR-T, et qui était, en fait, c'était à la fois quelque chose qui était demandé par les autorités pour avoir le retour et justifier le coût engagé de ce qu'on faisait, et à la fois qui pour nous est très important parce que justement ça va permettre de pouvoir faire des études en vie réelle. Donc ça c'est très important, et je crois que ça serait effectivement important d'avoir les données du produit cellulaire pour les corréler à l'efficacité. J'espère que c'est des choses qui pourront se faire, mais pour l'instant là on n'a pas de données là-dessus. J'imagine que c'est logique parce que finalement l'efficacité c'est ce qu'il y a dans ce qui a été fait au lymphocyte, donc c'est important de savoir ce qu'il y a comme composition. Le nombre, oui, tout à fait. Ouais. Autre chose, est-ce qu'on ne peut pas envisager quelque chose qui ressemble au DLI dans le cadre de la greffe classique, dans laquelle on garde les lymphocytes du donneur et puis on réinjecte au moment où la maladie résiduelle peut monter? Est-ce que c'est des choses qui sont testées ou expérimentées? Testées en pratique, non. On a quelques données de CAR-T post-CAR-T, notamment, je crois qu'il y avait une ou deux études chinoises où ils avaient fait un CAR-T même cible, mais un CAR-T humanisé derrière un CAR-T non humanisé. Ça avait été fait. Ça reste des petits nombres de patients. Effectivement, c'est quelque chose qui... Après, tout ça va dépendre du mécanisme de résistance. Forcément, si on perd le BCMA, alors je crois que si ma mémoire est bonne, dans l'essai KarMMa-2, quelques patients avaient reçu un deuxième CAR-T derrière, et que l'efficacité n'était pas... mais bon, ça reste un petit nombre. Mais effectivement, on est peut-être plus aujourd'hui sur l'utilisation de cibles différentes. Voilà. Alors, moi j'ai une petite question, mais très rapide. La durée de cytopénie, elle est de combien en principe après un flux d'endoxan? C'est 1 à 2 mois en fait. C'est-à-dire qu'une fois que les patients sont sortis, on leur fait une NUM, genre une à deux fois par semaine, une fois par semaine. Souvent, oui, 4 à 6 semaines. Alors peut-être un peu plus avec le Cilta-Cel, mais ils ont des plaquettes qui parfois baissent, 50-40 parfois. On est obligé de transfuser une ou deux fois. Ça arrive. Il reste un petit peu... Alors c'est pas une aplasie complète, mais il reste aux alentours 0,5 giga de neutraux pendant quelques temps. Oui, je dirais 4 à 6, maximum 8 semaines. En général, ça remonte. Moi, je ne leur donne pas forcément systématiquement du GCSF, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça répond assez bien au GCSF et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de complications infectieuses. Peut-être un peu moins compliqué que les cytopénies qu'on peut avoir post-CAR-T dans les lymphomes, où parfois on ne comprend pas bien ce qui se passe. Là, ça reste relativement, enfin en tout cas dans l'expérience, là, relativement gérable. Et sur le plan purement théorique, où est-ce que vous placerez maintenant l'utilisation des CAR-T dans le programme thérapeutique d'un myélome? Non, là pour l'instant, on est sur une utilisation qui reste très marginale, très sélectionnée en fait. Là, je pense que c'est... de toute façon, là, on ne peut pas faire... en dehors de tout ce qui est autorisation AMM et tout ça, mais bon, sur le plan théorique, est-ce que ça serait le plus efficace? Oui, non, je crois qu'on est quand même obligé de respecter les indications, vu le faible nombre et quand même le coût engagé. Après, c'est toute la stratégie qui est réfléchie dans l'élaboration des grands essais. Vous voyez que ça arrive, que ça commence à arriver en première ligne, et l'étude CARTITUDE 4 et KarMMa 3, là on est en plus précoce, c'est à partir de la deuxième rechute, voire première rechute. Donc ça veut dire que là, c'est des phases 3, il y a des résultats positifs. Théoriquement, on devrait pouvoir utiliser les CAR-T là sur des rechutes beaucoup plus précoces. Et en France, est-ce qu'il y a une production académique mettant des CAR-T, ou c'est pas encore le cas? Ouais, alors, non, mais ça c'est compliqué. Par exemple, il y en a une en Espagne qui ont leur propre CAR-T.
En France, il y a des équipes. Moi, j'ai des collègues comme ça qui travaillent dessus. Je crois que c'est compliqué. Tout est assez compliqué du point de vue. Enfin, il faut l'argent. Et voilà. Donc, le financement n'est pas forcément facile à trouver. Et il y a un contexte réglementaire qui est aussi pas facile. En France, a une réglementation maintenant très stricte. Et ça pose problème, on s'en rend compte finalement, ça pose problème quand même pour l'innovation thérapeutique, toutes ces lourdeurs administratives qu'on a. Je ne sais pas si c'est aussi le cas un petit peu pour vous, mais pour nous c'est compliqué. C'est vrai que moi je suis essentiellement sur le terrain, je ne participe pas directement à des designs de protocoles. Pour moi, vraiment, c'est l'activité clinique, mais pouvoir vraiment continuer à avoir cette activité dans les phases précoces qui c'est vrai, est assez enthousiasmante. Mais pour moi aussi, ce qui est important, c'est que dans la conception, je l'ai dit tout à l'heure, si on participe comme ça au programme thérapeutique, aux essais de phase précoce, derrière c'est pour pouvoir utiliser les médicaments en vie courante. Je crois que c'est la logique. Donc c'est ça un peu qui est important pour nous. Mais c'est vrai que là il y a un contexte, le contexte actuel n'est pas forcément facile, mais voilà, faut rester positif et surtout. Quand on voit quand même ces médicaments, c'est vraiment très enthousiasmant. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions encore dans la salle? Bon, merci beaucoup, Dr Caralaz. Merci. Et donc, on va conclure cette journée avec la dernière présentation qui va être faite par le professeur Hussein Mehmel sur les inhibiteurs de BCL2. C'est à toi. Merci, cher ami. Donc, je tiens à remercier la Société marocaine d'hématologie qui m'a proposé de faire ce topo. Donc, on va parler des anti-BCL2. Les conférences de ce matin m'ont facilité la tâche, parce que mes prédécesseurs ont bien parlé des caractéristiques de la cellule cancéreuse, comment elle résiste, mais moi je vais insister sur une chose, c'est que les cellules cancéreuses vont résister à l'apoptose. Et cette résistance à l'apoptose va immortaliser les cellules et ainsi on aura le développement de maladies cancéreuses. Donc, je m'approche. Ça fait que c'est même ça. Donc là, la famille de BCL2, c'est une famille de protéines où il y a deux types de BCL2. Il y a les BCL2 qui sont anti-apoptotiques et il y a les BCL2 qui sont pro-apoptotiques. Et dans la vie normale d'une cellule, il y a une homéostasie, il y a un équilibre entre les deux qui permet à la cellule de vivre un certain moment et après, elle va décéder. Donc là, en cas de réponse inflammatoire pour une cellule normale, il y aurait une inhibition des cellules pro-apoptotiques et cette cellule va ainsi mourir. En cas de surexpression de BCL2, là, le BCL2 va inhiber et va isoler les cellules pro-apoptotiques et ainsi il y aurait un déséquilibre et une immortalisation des cellules cancéreuses. Donc, on a observé que ce BCL2 il est surexprimé dans pas mal d'hémopathies malignes. La leucémie lymphoïde chronique dans presque 95% des cas. Également, dans les leucémies aiguës myéloblastiques, ça confère à la cellule une résistance à la chimiothérapie. Dans les lymphomes de Mantoux également, lymphome folliculaire et lymphome diffus à grande cellule B, et même dans le myélome. Alors, ce BCL2, lorsqu'il est surexprimé, donc elle va inhiber les cellules pro-apoptotiques et on aura une immortalisation de la cellule. Alors, l'anti-BCL2, le vénetoclax, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est une petite protéine qui va aller se fixer sur le BCL2 et va prendre la place des cellules pro-apoptotiques. Et ainsi, les cellules pro-apoptotiques, elles vont être libérées. Là, vous voyez les cellules pro-apoptotiques. Lorsque le vénetoclax vient s'opposer à un neuropasse, ils vont être libérés et ainsi, il y aurait
libération des cellules pro-apoptotiques et la cellule devient chimiosensible et elle va ainsi mourir. Donc là, vous avez le BCL2, c'est un schéma qui montre que le BCL2 se fixe, le vénetoclax, il va se fixe sur le BCL2 et va libérer les cellules pro-apoptotiques et il y aurait le déclenchement de la cascade inflammatoire qui va finalement tuer les cellules cancéreuses. Donc, le vénetoclax a été développé dans pas mal d'hémopathies et il y a également des études en cours dans la leucémie lymphoïde chronique, les leucémies aiguës myéloblastiques, les lymphomes, surtout les lymphomes lymphocytiques folliculaires et également différentes grandes cellules B et dans le myélome. Donc là, vous avez la panoplie des études qui ont été faites. En premier, c'était sur la leucémie lymphoïde chronique réfractaire et en rechute. Et après, c'est remonté, il a remonté les lignes, et il est administré dans la leucémie lymphoïde chronique en première ligne. Dans les lymphomes différentes grandes cellules B, il y a des études. Dans le lymphome folliculaire également. Les LAM, il y a des études intéressantes qu'on va voir. Et également dans le myélome multiple. Alors maintenant, la première étude qui a été faite, phase 1, l'étude M12175, qui a testé le vénetoclax en monothérapie dans la leucémie lymphoïde chronique réfractaire et en rechute, et également les lymphomes lymphocytiques. Donc, dans cette étude, il y avait deux bras. Le premier bras, ça concerne les leucémies lymphoïdes chroniques et lymphocytiques en rechute. Il y a 8 cohortes avec une escalade de doses. Donc, ce premier bras a démarré en juin 2011 et jusqu'à décembre 2012. Et après, il a été suspendu. On va voir pourquoi. Et puis, il y a le bras B qui a été repris en juin 2013 jusqu'à mai 2024. Donc, les objectifs principaux, c'était le profil de sécurité, la pharmacocinétique, la dose maximale tolérée, les doses recommandées, si on peut les faire sortir, et le programme thérapeutique. Les objectifs secondaires, c'est la taux de réponse avec mesure de l'efficacité et également mesure de la maladie résiduelle. Donc, le design de l'étude, donc pour tous les malades, on donne 50 mg à J-7, donc une dose, et après, on va faire une escalade de doses. Alors, comment ça se passe? Donc, on donne aux malades 50 mg pendant une semaine et on les recrute selon la règle de 3+3. Donc, on recrute 3 malades avec une dose et on augmente la dose qu'après écoulement de 3 semaines. Lorsqu'il n'y a pas de toxicité importante, là, on passe au recrutement des autres cohortes. Alors, pour les patients qui ont été mis sur la dose entre 150 et 400 mg, la deuxième semaine, on donne 50 mg et la troisième semaine, on arrive à la dose maximale. Par contre, pour les malades qui ont plus de 400 mg, là, on donne 150 mg à la deuxième semaine et à la troisième semaine, on arrive à la dose maximale. Donc là, il y avait des cohortes de 150 mg, 200 mg, 300, 400, 600, 800 et 1200. Et vous allez voir que le design de cette étude a posé pas mal de problèmes et ça a été suspendu. L'autre cohorte, là, on est plus prudent. Donc, on donne aux malades 20 mg la première semaine et en l'absence de signes de syndrome de Lees, là, on est autorisé à augmenter la dose de 50 mg par semaine. Donc, on passe à 50 mg, puis 100 mg et on arrive à la dose de 400 mg au bout de 4 à 5 semaines. Les critères d'inclusion, donc c'était des maladies, donc des leucémies lymphoïdes réfractaires et en rechute, avec des malades qui ont un ECOG entre 0 et 1, des polynucléaires neutrophiles supérieurs à 1000, des plaquettes plus de 50 000 et après c'était plus de 30 000, avec une hémoglobine plus de 8, une clairance supérieure à 50 ml, fonction hépatique normale et une coagulation normale. Les critères de non-inclusion, c'était les malades greffés, dysfonctionnement d'organes majeurs, une infection active, des cytopénies auto-immunes ou un cancer, et la grossesse et allaitement. Donc, le profil de malades, vous voyez que ce sont des malades qui sont jeunes et également des malades qui sont très âgés, donc ça va de 36 à 86. La majorité, comme pour toutes les hémopathies malignes, ce sont des hommes, et la majorité des malades étaient des stades 3 et 4 de la classification de Ray. Également, ce sont des malades qui ont été lourdement traités, donc entre 1 jusqu'à 11
lignes de traitement. Pour les patients qui ont des lésions 17P, vous voyez que ça représente pratiquement 30% des malades. Et ceux qui ont une masse tumorale, des adénopathies plus de 5 cm, ça représente 58% des malades. Alors, sur le plan tolérance, les effets secondaires grade 1 et 2 légers, c'était avant tout les diarrhées, les nausées, les vomissements et les infections respiratoires hautes. Il y a également des neutropénies et des thrombopénies. Et les infections graves, c'était les neutropénies, avec des pneumonies, des infections respiratoires hautes, des syndromes de lyse tumorale, des diarrhées et parfois des hyperglycémies. Alors là, sur ce schéma, ça montre un peu la cinétique des lymphocytes selon le type de cohorte. Là, les malades qui ont reçu 200 mg à la fois, donc vous voyez que le taux de lymphocytes chute rapidement. Et là, vous avez les patients qui ont reçu 50 mg, 100 mg et 150 mg. Vous voyez que la descente est relativement proportionnelle. Pour ceux qui ont reçu le protocole d'extension, c'est-à-dire 20 mg, 50 mg, et après 4 à 5 semaines, on arrive à la dose de 400 mg, vous voyez que la cinétique des lymphocytes n'est pas il n'y a pas une descente très brutale. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y avait 3 épisodes de syndrome de lyse clinique et il y avait 3 décès des malades dans la première cohorte qui était une escalade de dose. Et après ça, il y avait arrêt de l'étude jusqu'à ce que la FDT a donné l'autorisation après des amendements qui ont concerné la manière de gérer le syndrome de lyse tumorale. Et on va voir ça par la suite. Donc là, pour les patients qui ont arrêté le traitement, il y a 56 malades. Les causes, c'était la progression de la maladie, le syndrome de Richter, toxicité et d'autres malades pour qui il y avait des comorbidités et des greffes qui ont été programmées. Alors, sur le plan pharmacocinétique, donc on voit que la concentration maximale a été atteinte entre 6 et 8 heures et la demi-vie était de 19 heures pour les patients qui ont reçu 50 mg, d'où l'indication de donner une dose par jour. Là, vous voyez la cinétique de réponse, quelle que soit la dose. Il y a une très bonne réponse, que ce soit à la dose de 200 mg, 150 mg sur le plan des lymphocytes circulants, sur le plan également diminution de la masse tumorale et sur le plan de nettoyage de la moelle osseuse. Vous voyez ici que les lymphocytes, ils sont devenus normaux, moins de 400, une médiane de 22 jours. Pour la diminution de la taille de 50% des adénopathies, 42 jours. Donc, il faut en moyenne 8 mois pour avoir une rémission clinique complète, c'est-à-dire absence d'adénopathie palpable. Et pour la réponse médulaire complète, ça demande à peu près 6 mois. Alors maintenant, en matière de réponse, vous avez ici le total de réponse. Ça, c'est aux alentours de 80% de réponse, avec 20% de rémission complète. Chose qui est très importante chez des malades qui sont lourdement traités. Pour les escalades de dose, c'était 77%, et pour la phase d'extension, où on a géré mieux le syndrome de lyse tumorale, 82%. Vous voyez ici que même les malades lourdement traités qui ont reçu plus de 4 lignes de traitement antérieures, on arrive à avoir une réponse globale de 73% et une rémission complète de 16%. Pour les malades qui ont moins de 4 lignes, c'est plus important, la réponse globale est de 85%. Pour les malades qui sont résistants à la fludarabine, on arrive quand même à avoir 80% de réponse globale. Pour ceux qui sont sensibles, donc pratiquement la même chose. Pour les malades qui ont des ganglions, une masse tumorale importante également, la réponse est aux alentours de 80%. Pour les malades qui ont une 17P, 71%, et ceux qui n'ont pas le 17P, c'est 80%. Ceux qui sont une délétion de 11Q, c'est 82% de réponse globale. Et pour les malades qui sont mutés, 94% de réponse globale, avec quand même 29% de réponse moléculaire. Si on voit maintenant la survie sans progression,
pour les escalades de dose et pour la phase d'extension, vous voyez que la médiane est à peu près de 18 mois. La survie sans progression pour les malades qui ont la 17P et qui n'ont pas la 17P, vous voyez que les malades qui n'ont pas la 17P, ils ont une médiane de survie sans progression de à peu près 27 mois, contre 16 mois pour les malades qui ont la 17P. Par rapport maintenant aux doses, vous voyez que les malades qui reçoivent moins de 400 mg par jour, ils ont une survie sans progression qui est médiocre. Et ceux qui ont 400 et plus, ils ont une survie beaucoup plus importante. La durée de réponse également, lorsqu'on a une réponse complète, on a plus de chances de garder cette réponse complète par rapport aux malades qui sont en réponse partielle et qui vont perdre la réponse rapidement. Alors, les points clés qui sortent de cette étude, c'est que l'efficacité est démontrée avec obtention d'une réponse globale de 79%, avec une rémission complète de 20%. La maladie résiduelle négative a été trouvée chez pratiquement 6%. La médiane de survie dans l'accord d'escalade de dose est de 25%. Maintenant, par rapport au syndrome de Lise, donc il y avait 2 décès et ça a conduit à la suspension de l'étude pendant pratiquement 1 année. Et après approbation de l'FDA, donc ça a été repris avec des mesures prophylactiques pour diminuer l'incidence du syndrome de Lise. Et après les mesures qui ont été prises, il n'y a pas eu de syndrome de Lise clinique. Il y a eu des syndromes de Lise biologiques qui ont été gérés, mais aucun de syndrome de Lise clinique, donc aucune séquelle chez ces malades-là. Autre effet secondaire, la neutropénie, donc grade 3 et 4, ça reste une complication importante, mais il faut dire également que 28% des malades sont entrés dans l'étude tout en ayant une neutropénie déjà, qui a été aggravée par le traitement. Donc ça a été géré par des antibiotiques, des facteurs de croissance hématopoïétiques. La dose maximale tolérée n'a pas été identifiée, mais les malades qui ont reçu plus de 800 mg, ils l'ont bien toléré, à condition de gérer le syndrome de Lise. Et la dose de 400 mg a été recommandée comme une dose thérapeutique chez les malades. Donc pour gérer le syndrome de Lise, qu'est-ce qu'on fait? Donc on donne 20 mg pendant la première semaine et on va surveiller ces malades. Biologiquement, s'il n'y a pas des stigmates de syndrome de Lise tumorale, on peut passer à 50 mg. S'il y a des stigmates, on prolonge 1 semaine. Et si le taux de lymphocytes chute à moins de 30%, on prolonge également 1 semaine de 20 mg. Après, on passe à 50 mg, 100 mg, 200 et 400 mg, jusqu'à avoir la dose de 400 mg. Alors, les points clés, c'est que, voilà, donc on commence par la dose de 20 mg par jour pendant 1 semaine. En l'absence de syndrome de Lise et chez les malades qui sont risque intermédiaire, là, on peut faire uniquement une hydratation intraveineuse en ambulatoire. Pour les malades qui ont un risque élevé, on les hospitalise lorsqu'on initie le traitement. La dose de 20 et de 50 mg. Donc, on fait une hydratation par voie intraveineuse. Et puis, lorsque les malades atteignent la dose de 100 mg, là, on peut les traiter par une hydratation par voie orale. Ça a permis de réduire la demande de bilan biologique. La rasburcase est indiquée chez les malades qui ont déjà une urécémie qui est élevée à la base et qui ont des facteurs de risque, un syndrome tumoral important et un taux de lymphocytes qui est supérieur à 50 000. Donc, je ne peux pas m'empêcher, en tant que clinicien, de parler de quelques études cliniques. Donc là, la CLL14 qui a comparé 2 bras en première ligne chez les malades qui ont leucémie lymphoïde chronique. Donc l'âge, c'est entre 41 et 89 ans. Donc ça a comparé 2 bras, le chlorambucil plus GA101 versus le venetoclax versus GA101. Donc là, vous voyez que le taux de réponse elle est en faveur de venetoclax plus GA101. Donc réponse globale 84% versus 71%. Rémission complète 50% versus 23%.
et la PFS à 24 mois, 80%, 88% versus 64%. La MRD négative également, donc au 15e mois, 75% dans le bras Venetoclax GA101 versus 32%. Et dans la moelle, ça c'est dans le sang, dans la moelle, donc 57% versus 17%. La maladie résiduelle avec rémission complète, donc là 33,% versus 10,6%. Concernant maintenant la réponse objective, donc là 80%, 71%, pardon. C'est la même diapositive. Ça ne passe pas. Hop, voilà. Donc maintenant, on va voir deux études sur les leucémies aiguës myéloblastiques. Donc là, entre 2017 et 2022, il y a des médicaments qui ont été approuvés par la FDA dans les leucémies aiguës myéloblastiques. Et parmi ces médicaments, il y a le Venetoclax. Donc là, c'est une étude qui a inclut des malades de nouveau qui ont des leucémies aiguës myéloblastiques. L'âge médian de 44 ans, donc entre 20 et 65 ans, et qui a étudié l'idaflag, donc l'idarubicine plus fludarabine, plus Venetoclax. Et là, vous voyez que les résultats ils sont très, 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 très intéressants. On a 73% de rémission complète. Et la survie à 2 ans est de 77%, ce qui est extraordinaire chez ces malades. Une autre étude, là, qui a inclus cette fois-ci 67% des malades. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas la fludarabine, mais c'est la cladribine. Et vous voyez également que la rémission complète est de 85%, avec une MRD négative chez 90% des malades. Ce sont des résultats qui sont très, très intéressants. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Hussein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tu as des questions? Vas-y. Je voulais revenir un petit peu. Bon, tu as parlé des LAM et de la LLC. Est-ce que, je parle du Maroc, est-ce qu'on a maintenant l'AMM dans certains types de myélome qui serait Myélome? Ouais. Où on pourrait utiliser le Veneto? Je ne pourrais pas. Le laboratoire, c'est l'AMM. Je ne pense pas. Je pense que l'AMM, c'est dans la leucémie lymphoïde chronique et dans les LAM. Ah, d'accord. LAM de sujet âgé. OK. En association avec le Vidaza. Des questions ou tout le monde est fatigué là? Ben écoute, merci beaucoup Hussein, et je crois qu'on va passer la parole à Madame la Présidente pour clôturer cette journée et faire les annonces prévues dans le programme. Donc merci messieurs les modérateurs. Je tiens tout d'abord à vous remercier tous pour votre présence. Je remercie tous les orateurs de cet après-midi, le professeur Miguel, le docteur Carlin, mais aussi le professeur Mehmel, pour vos présentations très intéressantes. Et donc, j'espère que cette journée a été fructueuse. Au moins, on a compris certaines notions de physiologie. Et la cellule dendritique, comme le répétait professeur Fadel Agsous, donc on a quand même compris certains mécanismes, je dirais, dans l'immunité antitumorale et l'immunosurveillance et les phénomènes d'échappement. Mais en tout cas, je remercie toute la présence, les membres du bureau, tous les hématos, tous les résidents, toutes les personnes qui ont répondu présentes et qui se sont intéressées aujourd'hui. Et je vous dis, on se donne rendez-vous très très bientôt, Inch'Allah, pour une autre manifestation scientifique. Voilà, donc merci à vous tous.
Donc, comme annoncé précédemment, donc, il va y avoir l'élection tout de suite des 4 membres démissionnaires, 4 membres de la SCMH. Et les doctorants, vous pouvez récupérer, de même que les résidents, vous pouvez récupérer vos attestations. Et sinon, vous pouvez assister à l'Assemblée, mais sans droit de vote. Merci encore une fois.